Bonsoir, bienvenue en Normandie. Ce seront sans aucun doute des élections municipales qui resteront dans l'histoire. Il y a 3 mois, jour pour jour, c'était le 15 mars dernier, les Normands étaient appelés aux urnes pour élire leur maire, des électeurs privés d'un second tour à cause de l'épidémie de coronavirus. Une situation inédite puisqu'on va organiser ce second tour le dimanche 28 juin. Il y a 273 communes normandes où l'on ne connaît toujours pas le nom du maire, dont 162 dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. La rédaction de France 3 Normandie se mobilise jusqu'au 28 juin à travers notamment l'organisation de 9 débats. Première ville ce soir à ouvrir les hostilités, si j'ose dire, avec les candidats. C'est Lisieux. Pour nous accompagner, il est de retour parmi nous, déconfiné lui aussi, Chenu. Bonsoir Chenu. Bonsoir Franck. Alors ben oui, vous avez vu, Sébastien Leclerc, Clotilde Walter ont bien écouté le président de la République hier. Donc ils veulent déconfiner, accélérer le déconfinement de Bernard Aubril, le mettre au vert en quelque sorte. Est-ce qu'ils y arriveront? Eh bien, on va voir ça. Réponse le 28 juin. Est-ce que cette épidémie de coronavirus peut rebattre les cartes? Justement, on va en parler avec nos candidats. Bernard Aubril, maire sortant, sans étiquette, candidat pour un 4e mandat. Vous êtes arrivé en 3e position avec 21% des suffrages. Bonsoir. Bonsoir. Clotilde Walter, socialiste, vous menez une liste d'hiver gauche. Vous êtes arrivé en 2e position avec 23%. Bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Leclerc, candidat républicain, c'est vous qui êtes arrivé en tête avec un peu plus de 35% des voix. Bonsoir, monsieur Leclerc. Bonsoir, Franck. Avant de vous laisser la parole, quels sont les enjeux de ce second tour sur Lisieux? On voit ce sujet de Jean-Yves Gélébar. Qui prendra les rênes de la capitale du Pays d'Auge? Lisieux, 3e ville du Calvados avec un peu plus de 20 000 habitants, se donnera l'un des 3 candidats encore en lice pour le second tour. Pas sûr que Bernard Aubril, qui occupe le siège de maire depuis 2001, soit celui-là. Il n'est arrivé qu'en 3e position lors du premier tour, derrière la socialiste Clotilde Walter et assez largement distancé par le candidat LR, Sébastien Leclerc. Je suis aussi déçu du fait que ce sont 40% des électeurs qui ont fait ce choix et non pas 60 ou 70%. Donc quels sont ces électeurs qui ne se sont pas déplacés ? La question était pertinente le 15 mars dernier. Elle l'est encore aujourd'hui pour Bernard Aubril, qui devra mobiliser pour revenir dans la course. Mais il est optimiste, lui qui envisage le vote du 28 juin comme un nouveau scrutin et non pas comme un 2e tour. L'approche est complètement différente pour Sébastien Leclerc. Le député Les Républicains espère au contraire que le second tour validera sa dynamique d'avant-confinement. Les rapprochements me paraissent impossibles. J'ai une très belle équipe qui a envie de travailler, qui a déjà beaucoup travaillé, qui m'a porté en tête. Et je crois que je vais aller jusqu'au bout avec cette très belle équipe. Ces propos optimistes sont-ils toujours d'actualité? Une chose est sûre, le candidat de droite a peu de réserve de voix. Lui aussi va devoir mobiliser les abstentionnistes. Convaincre les électeurs de se déplacer le 28 juin prochain et rassembler les forces de gauche, voilà l'ambition de Clotilde Walter. C'est à nous maintenant d'agir pour rassembler plus large et aller chercher tous les Lexoviens et les Lexoviennes qui aiment leur ville, qui considèrent que cette ville a des atouts. L'ancienne ministre socialiste, arrivée en 2e position avec 700 voix de retard, a déjà franchi une première étape en accueillant sur sa liste Sylvie Grandin, qui avait obtenu 6,53% des suffrages lors du premier tour. Un renfort qui risque de ne pas être suffisant, puisque les 2 autres candidats éliminés le 15 mars dernier et qui avaient obtenu plus de 13% des voix au total n'ont pas appelé à voter pour elle. Voilà, le 15 mars dernier, on a l'impression que c'était une autre époque. C'était il y a très longtemps. C'est une autre élection qui se joue peut-être justement à travers ce second tour. Il n'y a que 15% à peu près des communes de la région qui sont concernées. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces 3 mois passés? Je vais m'adresser à Clotilde Walter pour commencer. Tout d'abord, cette crise sanitaire est inédite. On n'avait jamais vécu ça de notre vie, chacun. Nous n'y étions pas forcément préparés, du moins sous cette forme. Et je pense que ce qui va en rester, c'est à la fois l'angoisse et l'inquiétude de chacun pour sa santé, pour celle de ses proches et celle des autres. Mais c'est aussi un mouvement très fort de solidarité, d'engagement,
des soignants, mais aussi un certain nombre de personnes qui, dans notre société, se sont mobilisées à l'occasion de cette crise. Alors, même question aux uns aux autres. Qu'est-ce que vous retenez de cette crise sanitaire, Bernard Avril? Et j'irai même plus loin. Est-ce que le maire de Lisieux, demain, aura un rôle encore plus important que ça n'était par le passé? Alors, deux choses. D'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs du Calvados et de la Normandie. Je crois qu'on ne peut pas parler de deuxième tour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle élection municipale qui se déroule 3 mois et demi, qui va se dérouler 3 mois et demi après le premier tour. Et donc, on ne peut pas parler de deuxième tour. Il s'est passé 3 mois. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, depuis le 15 mars, dans votre vie personnelle? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui m'a marqué? Eh bien, malheureusement, la pandémie que nous avons travaillé. Et ce que je peux dire, c'est que depuis le premier jour, nous avions une réunion tous les matins à 9h30 avec mon directeur général des services pour mettre en place d'abord 2 numéros uniques pour les Lexoviens qui sont dans le besoin. Ensuite, nous avons également instauré le stationnement gratuit pendant toute la période du confinement. Alors, on ne va pas refaire, Bernard, oui, si vous voulez bien, tout le programme et toutes les actions que vous avez mises en place depuis le 15 mars. Non, parce que vous en auriez trop. Voilà, et on n'aurait pas assez de temps d'émission, effectivement, peut-être pour pouvoir tout citer. Sébastien Leclerc, je continue mon tour de table. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels enseignements vous tirez des 3 mois passés? Je crois que l'enseignement principal qu'on peut tirer, c'est toute l'importance de la place de l'hôpital de Lisieux à Lisieux et du rôle de l'élu dans son accompagnement. Un autre point, c'est que tout de suite, l'équipe Lisieux Ensemble s'est mobilisée et a créé notamment le site Lexo Shopping pour qu'on regroupe tous les commerçants dans une rue du commerce virtuel. Et puis on s'investit sur la fabrication de masques. Il n'y en a pas un de vous en fait, qui me dit « Moi, j'ai été marqué par ça dans ma vie, dans mon quotidien. Ça a changé ma manière de vivre. » À titre personnel, on est passé d'une vie trépidante, tout le temps dehors, du matin au soir pour faire campagne, à un blackout total, confiné à la maison avec des heures de sortie. Des heures de sortie tous les trois, vous êtes restés confinés chez vous, donc... Non, pas du tout. Non, c'était pas du tout mon cas. J'étais tous les jours à 9h15 à la mairie, où on avait une cellule de veille pour tenir... Bien compris. Voilà, donc c'était tous les jours au service et à l'écoute des Lexoviennes et des Lexoviens. On a dû adapter notre travail. Le travail de député a continué jusqu'au bout, puisque les derniers temps ont été ceux de l'obtention, notamment pour les personnels médicaux, de la prime Covid. Vous me parliez de l'hôpital, Sébastien Leclerc, on y vient justement, c'est d'actualité complètement. Alors que l'épidémie de coronavirus est à peine terminée et qu'on craint une deuxième vague, on ne l'espère pas, mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. La direction de l'hôpital de Lisieux a décidé de fermer à partir du 1er juillet. La décision a été prise il y a quelques semaines. Le service de médecine interne, qui était le service qui était en première ligne, pour que les gens comprennent, ceux qui nous regardent, en première ligne pour traiter les patients du Covid. Ça paraît incroyable, en fait, de se dire que le service qui accueillait les patients va fermer parce que le chef de service part en retraite. Petit Walter. C'est complètement inacceptable et en même temps, c'est trop fréquent et ça se passe dans tous les hôpitaux et ça se passe beaucoup. Et c'est insupportable parce que c'est l'incapacité de l'hôpital public dans son organisation d'anticiper, puisque là, c'est un départ à la retraite qui se traduit par la fermeture d'un service. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un véritable réseau qui devrait fonctionner pour pouvoir permettre d'aller chercher des médecins là où ils sont et de les conduire à venir dans les territoires. Parce qu'on voit un problème du même type. Dans des CHU, c'est arrivé à Caen de perdre des professeurs et de perdre des médecins pour aller dans d'autres régions de France ou dans des établissements privés. Et c'est vrai que là-dessus, ça ne fonctionne pas. C'est un des problèmes de l'hôpital public. Mais excusez-moi, les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent quelqu'un part en retraite et on ferme 18 lits. C'est incompréhensible, c'est ce que je dis. Mais c'est un des problèmes de l'hôpital public qui se pose aujourd'hui à Lisieux, mais qu'il faut absolument que l'État gère et traite. Alors vous, maire, justement, qu'est-ce que vous ferez demain? Est-ce qu'on maintient ce service? De quelle façon? Est-ce qu'on fait du lobbying pour trouver un chef de service qui gère ce service de médecine interne? Comme l'a dit Madame Walter, c'est effectivement... Qu'est-ce que vous ferez, Bernard Avril? C'était effectivement un problème incroyable, insupportable, mais qui s'explique par le numerus clausus. Aujourd'hui, on travaille avec des ordinateurs. Hier, on travaillait avec des ardoises.
eh bien, on n'est plus capable aujourd'hui, avec un ordinateur, de savoir que s'il y a 500 médecins qui partent en retraite, il faut prévoir au moins... Mais le 5. problème ne serait pas aussi sérieux, Alors, excusez-moi, si on n'avait pas cette épidémie. Non, si, on aurait exactement le même problème. La même personne qui part en retraite là, serait aussi partie en retraite. Et aujourd'hui, pour faire face à ce manquement au niveau des collectivités, eh bien, les collectivités ont mis en place des pôles de santé, des maisons de santé, pour essayer de répondre aux besoins de la population. Ça ne règle pas le problème, Bernard Aubry. Aujourd'hui, il manque quelqu'un, effectivement, pour gérer ce service. Sébastien Leclerc, qu'est-ce qu'on fait, vous, maire de Lisieux, comment vous maintenez ce service en activité? Je le disais tout à l'heure, le rôle de l'élu et le rôle du maire est primordial. Il faut dire à l'ARS qu'elle joue pleinement son rôle, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été le cas pendant la prime Covid, et je le dis devant vous et je le répéterai, l'ARS doit jouer son rôle et ce qu'elle ne fait pas. Et 2, il faut que Lisieux soit attractive, il faut qu'on attire des médecins, il faut que les gens aient envie de s'y installer, d'y travailler et d'y rester. La question qu'on peut se poser, là aussi, je me mets à la place du Lexovien qui se dit, moi, à l'hôpital de Lisieux, s'il m'arrive quoi que ce soit, si jamais j'attrape ce virus, je ne peux pas me faire soigner correctement. La preuve a été qu'ils ont été traités correctement. Il faudra que ce soit, comme ça a été fait, il faudra que ce soit un autre service qui pallie à l'absence de ce service de médecine générale. Et on va déséquilibrer à nouveau un autre service. On est passé de 25 lits à 15 lits en médecine générale et aujourd'hui on le ferme parce qu'il manquait déjà des médecins avant dans ce service. On est alerté depuis des mois sur la... On revient au manque de médecins dont je parlais. On est alerté depuis longtemps et donc personne ne s'en occupe et l'ARS ne joue pas son rôle et l'élu doit jouer son rôle auprès de l'hôpital. Il y avait 5 médecins dans ce service, ils étaient plus que 2, il y en a un qui est en arrêt, un qui est à la retraite, on ferme. Donc c'est un problème qui doit être anticipé et c'est vrai que le réseau de l'hôpital public devait y pourvoir et c'est à ce niveau que ça doit être traité. Et effectivement, le maire doit jouer son rôle, mais c'est un dispositif, c'est un problème d'ensemble du fonctionnement de l'hôpital public qui doit s'entraider. Alors on va continuer justement à dérouler les thématiques sur Lisieux. Il s'est passé beaucoup de choses, même si on ne s'est pas vu depuis 3 mois. Lisieux a subi de plein fouet cette crise du coronavirus, comme de nombreuses villes de la région. On va voir une image qui est tout à fait symbolique. On l'a diffusée plusieurs fois. C'est la basilique Sainte-Thérèse. Habituellement, elle accueille 800 000 visiteurs par an. C'est aussi toute une économie, des hôtels, des restaurants, des cafés. Tous ces commerces ont beaucoup souffert de cette épidémie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux commerçants de Lisieux? Certains craignent mettre la clé sous la porte dans les mois qui viennent. Bernard Aubry, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, effectivement, pendant 3 mois et demi, ça veut dire à peu près 200 000 pèlerins de moins à Lisieux. Mais ils ne pouvaient pas, de toute façon, même s'ils étaient venus aller au restaurant ou au bar, puisque les hôtels, les restaurants et les bars étaient fermés. Les hôtels, pas tous. Mais il y avait donc cette impossibilité. Mais le tourisme à Lisieux, ce n'est pas que le tourisme lié à la basilique. Il y a le CERSA, il y a le tourisme culturel, patrimonial, le tourisme vert. Mais là, parlons justement de la ville de Lisieux et parlons juste de ce qui s'est passé là durant ces 3 mois. Oui. Vous le disiez, 200 000 visiteurs en moins. Et ça donc, veut dire des cafés, des restaurants qui ont souffert. Qu'est-ce qu'on fait ils n'ont pas souffert, ils n'étaient pas ouverts. Ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas rentré d'argent dans la caisse. Ils n'avaient pas le choix. C'est une mesure nationale qui a été prise. Ce n'est pas une mesure locale. C'était tous les bars, tous les restaurants qui étaient fermés à Lisieux, certes, mais en France. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, Sébastien Leclerc, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait la promotion de notre ville pour qu'elle puisse redémarrer. On va lier un véritable partenariat avec le sanctuaire. Le sanctuaire aurait aimé travailler déjà avec les collectivités qui l'entourent, ça n'a pas été le cas. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un partenariat, un travail pour faire descendre les visiteurs de la basilique en centre-ville. On a déjà essayé de promouvoir Lisieux pendant cette crise du Covid en sortant des films pour attirer les visiteurs qui étaient à moins de 100 km dès qu'on a pu être déconfiné. Je crois qu'il faut donner une bonne image de la ville, créer de l'attractivité et réinventer des choses qui devraient déjà être en place peut-être depuis plusieurs décennies. Je reprends une déclaration, c'était il y a quelques semaines, le président de l'Union des commerçants de Lisieux, Jean-Pierre Gosselin, que vous connaissez.
certainement, disait, il y en a certains qui vont rester sur le carreau. Bien sûr. Alors, Mais déjà, moi, je pense que ce qui a été très intéressant pendant cette période, mais qu'est-ce que vous leur dites? ce que je pense qui a été très intéressant pendant cette période de confinement, c'est qu'effectivement, il y avait une partie des commerces qui étaient fermés et une autre qui pouvait ouvrir ou fonctionner autrement. Et moi, je trouve qu'il y a eu une réactivité d'un certain nombre de commerçants, il y a eu une inventivité, ils ont fait du drive, ils sont allés livrer chez les personnes, les restaurants ont continué pour certains à cuisiner et à aller livrer les plats. Ça va suffire Donc, justement pour sauver l'activité, sauver la saison? Non, mais ce que je pense, c'est que cette créativité, cette réactivité qui a été spontanée et qui s'est faite montre que ces commerces, ils ont un avenir et qu'ils peuvent faire des choses. Je pense qu'il va falloir, justement, c'est le rôle de la ville de les aider, renforcer l'attractivité du centre-ville. Ça veut dire quand même mettre en place rapidement un plan de déplacement permettant justement de désengorger le centre-ville en permettant aux deux roues et aux piétons d'y venir et de cohabiter avec les voitures. Et ensuite, je pense que dans notre projet, nous voulions faire une ville numérique. Je pense que Lisieux est attractive. Elle doit l'être en étant une ville numérique. On a le très haut débit et c'est une ville moyenne qui peut accueillir des personnes qui veulent venir de régions parisiennes et des métropoles et des familles qui veulent s'installer ailleurs après Covid. Alors, vous avez certainement suivi hier soir l'intervention du chef de l'État à la télévision, Emmanuel Macron, qui demande à tous les élèves de reprendre le chemin de l'école à partir du 22 juin. Ce sera obligatoire, dit-il, ce qui n'était pas le cas auparavant. Lisieux va donc s'adapter. On sait que les écoles, eh bien, c'est du ressort de la commune, de même que les cantines. Est-ce que c'est une bonne chose de remettre tous les élèves en cours à 10 jours des grandes vacances? Qu'est-ce que vous dites aux parents, justement, et qu'est-ce que vous ferez? Alors, Vous êtes encore aux manœuvres, Bernard Avril. Ce que l'on peut dire aux parents, c'est que c'est une obligation de l'État, ce n'est pas une obligation de la ville, et que la ville s'adaptera aux commandes, aux décisions de l'État, aux préconisations. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente d'un décret pour nous préciser dans quelles conditions on devra accueillir ces élèves de façon obligatoire. Moi, ce que je voudrais Emmanuel dire... Macron a été assez clair. Il a dit ce sont tous les élèves, Oui, tous les élèves de primaire et du collège qui devront retourner en classe. C'est une obligation. C'est une obligation parce que vous êtes d'accord avec lui? L'école est obligatoire. Ça date de Jules Ferry, elle est gratuite. Mais aujourd'hui, on a déjà repris Donc l'école. vous êtes justement du côté du chef de l'État quand il dit ça, il faut y aller? Il faut aller à l'école. Je vais même aller plus loin. Peut-être qu'il n'aurait jamais fallu fermer les écoles, puisqu'on s'aperçoit que les jeunes ne sont pas porteurs de ce virus. Et donc, est-ce qu'on n'a pas mis un pan de l'économie à plat Sébastien cette Leclerc, décision? votre avis justement sur cette déclaration d'Emmanuel Macron et sur la gestion en fait que va devoir assurer la ville de Lisieux pour organiser l'accueil des élèves. Alors ça ne sera pas forcément dans des carrés de 4 mètres carrés, mais on sera à 1 mètre de distance entre chaque élève et tous les élèves devront y aller. Oui, je crois qu'il faut saluer d'abord l'implication des agents qui permettent le retour à l'école des élèves, avec des peurs certes, mais dans des conditions optimum. Et ça se passe dans toutes les écoles de France qui ont choisi de rouvrir. Donc, mais saluer plus particulièrement les agents de la ville de Lisieux. Moi, je pense à la rentrée 2021 et je pense que la ville devra mettre des moyens supplémentaires pour rattraper... Septembre 2020, la rentrée 2020-2021. La ville devra mettre des moyens pour rattraper les élèves décrocheurs, permettre le soutien scolaire avec des associations, peut-être des bénévoles, sous contrôle de la municipalité. Et puis on voit des éditeurs spécialisés qui sortent des ouvrages ludiques qui permettent de faire des bilans, de travailler sur ce rattrapage. Et je pense que la ville pourra et devra accompagner très concrètement, ses enfants. Précisément, qu'est-ce que vous dites aux parents là, emmener, même s'il reste 10 jours d'école, dans les écoles de Lisieux, emmener vos enfants ce que je dis aux parents, c'est que les agents vont faire tout pour mettre les élèves dans les meilleures conditions. Emmenez vos enfants à l'école, ils en ont besoin. Ils ont besoin de liens avec les autres enfants, avec leurs instituteurs. Même si ce ne sera pas facile à organiser. Même si ce n'est pas facile à organiser, les agents le réussiront, j'en suis sûr. Clotilde Walter, sur ce sujet. Je pense que ça a été une question compliquée parce qu'effectivement, les enseignants ont dû se mobiliser considérablement pour aider les élèves dans des conditions difficiles dont ils n'avaient pas l'habitude. Les parents se sont
sont retrouvés avec les enfants à la maison à qui il fallait faire l'école, et c'est quand même un métier difficile et qui ne s'improvise pas. Et les élèves ont été hors de l'école pendant trop longtemps. Et je pense il était indispensable qu'ils reviennent en classe parce qu'ils ont perdu le contact avec l'école, et on ne pouvait pas imaginer que des élèves n'aient aucun contact avec les apprentissages entre le mois de mars et le mois de septembre. C'est d'autant plus qu'il y a une période de vacances, et donc il est important que ces élèves retrouvent un lien social, qu'ils retrouvent un cadre scolaire et des règles. Concrètement, là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On met des bureaux en vérifiant qu'il y a bien un mètre. On ne sait pas ça. On le saura quand on aura le décret. Et moi, aujourd'hui, je profite de reprendre la parole pour dire un grand merci et féliciter et les parents et les enseignants. Parce que les enseignants, ils ont eu un travail énorme avec le travail personnel, même si c'était par télétravail. Alors, les conséquences de la crise sanitaire sont aussi sociales. Comment vous, futur maire, vous appréhendez cette fracture qui risque de s'aggraver avec un nombre de demandeurs d'emploi qui pourrait bien exploser dans les semaines? On parlait justement de l'impact pour les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour limiter la casse ? Et notamment dans des quartiers très populaires, le quartier de Hauteville, où on sait que le taux de chômage est très important, autour de 20%. Sébastien Leclerc, qu'est-ce que vous proposez à ces gens qui risquent de se trouver en difficulté sociale dans les semaines qui viennent? Effectivement, il y a une part de notre population qui est en situation difficile. Je pense aux mères célibataires, aux travailleurs pauvres, aux retraités aussi qui ont de toutes petites retraites. Je pense qu'on devra élargir les dispositions mises en place par le CCAS. On a quelques idées déjà. Et notamment, dès cet été, pour les plus jeunes, créer des animations, davantage de sorties pour qu'on remette la jeunesse au centre de notre projet, pour qu'on puisse aussi les emmener avec nous vers notre avenir. Et puis, l'attractivité, la sortie de du travail à ceux... Voilà, alors, c'est ça, j'allais y venir. On travaille à attirer de nouvelles entreprises. Les entreprises qui vont fermer, les restaurants peut-être qui vont mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la mairie peut faire quelque chose? Est-ce que vous, demain, maire de Lisieux, vous pouvez quelque chose pour eux? Le rôle du maire est aussi le rôle d'un VRP pour attirer des entreprises, et pour qu'on puisse sortir de la paupérisation, il faut aussi qu'il y ait créé de nouveaux emplois. Donc le rôle du maire, c'est d'aller discuter enfin avec les entreprises, de ne plus en avoir peur, de façon à ce qu'un maximum de nos habitants puissent obtenir un travail. Clotilde Walter, je pense que on va pas parler tout de suite de jours d'après, mais demain, la situation de Lisieux du point de vue de l'emploi, du point de vue du chômage de longue durée et du point de vue des jeunes était déjà avant la crise difficile. Et je pense que là, la première difficulté que l'on va avoir, c'est qu'effectivement, les jeunes vont être les premières victimes de la crise, puisqu'ils vont arriver sur le marché du travail dans des situations difficiles où les entreprises, effectivement, licencieront et ne recruteront plus. Il y a aussi le problème des élèves qui seront en études, en alternance, et qui ont besoin de stage ou qui ont besoin d'avoir un patron et qui n'en auront pas. Et je pense que là, il faut que la collectivité se mobilise pour les accompagner. Il y a beaucoup de problèmes matériels. Ces jeunes auront des problèmes matériels, financiers, dans des quartiers populaires comme Hauteville, justement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un projet. Vous savez, on en a déjà parlé. Non, mais d'accord, mais ça n'a pas de lien direct. Ça n'a pas de lien direct. Ce que je veux dire, c'est que dans ce quartier, les jeunes, ils ont un problème immédiat d'être accompagnés et d'être accompagnés dans cette période, et ça va être les premières victimes. Ils ont, avant les autres, des problèmes matériels, ils ont des problèmes financiers, et ils ont des problèmes de trouver un stage, de trouver quelqu'un qui les accompagne et qui leur permette d'avoir une alternance. Et je pense que là, c'est à la collectivité de s'en occuper. Bernard Auril, c'est à la collectivité de s'en occuper. Donc, pour l'instant, vous êtes maire de Lisieux, c'est à vous de vous en occuper. Qu'est-ce que vous faites pour ces habitants, pour ces jeunes, dire que notre population connaît ces jeunes de ces quartiers comme Hauteville, encore une fois? Oui, il n'y a pas que Hauteville qui connaît ce problème-là. Notre population connaît aujourd'hui des difficultés. La ville étant d'ailleurs, pour le reconnaître, éligible à la DSU. Il y a 60% des Lexoviens qui ne payent pas d'impôts. Je crains malheureusement que ça n'augmente avec les conséquences de la crise, et il va falloir que nous nous tournions vers des partenaires, l'État, les départements, la région, la caisse d'allocation familiale, pour aider ces gens-là. Parce qu'ils ne vont pas retrouver du travail tout de suite. Pour retrouver du travail, il faut que les entreprises retrouvent leur activité habituelle, qu'on attire de nouvelles entreprises et que la machine France se remette en route. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain et tout seul. Et il va falloir que les jeunes
apprennent et s'orientent de plus en plus vers l'apprentissage en entreprise, c'est-à-dire l'alternance, parce que c'est la meilleure formation possible pour les jeunes. Vous avez dit État, région, département. Oui. Et la caisse d'allocation familiale. Prenez vos responsabilités, ils le feront certainement. Peut-être qu'ils ont entendu votre message. Le maire de Lisieux, qu'est-ce qu'il peut faire très concrètement ? Encore une fois, je reviens sur le quartier Hauteville, mais c'est... pour expliquer les choses, c'est un tiers de la population lexovienne qui vit là-bas. Il y a un taux de chômage qui est très important. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait un projet de raser les tours. On a vu les 3 tours, là. Oui. On les rase ou on ne les rase pas ? On est pour l'instant dans un projet. Hauteville, c'est un quartier que je connais bien. C'est un quartier qui a 60 ans, qui n'existait pas quand je suis arrivé à Lisieux, que j'habite depuis 40 ans. C'est un quartier qui a évolué, qui a grandi, qui a vieilli. Mais vous ne répondez pas à ma question, Bernard Aubry. Non. Mais c'est un quartier qui a besoin de se rénover. Okay. Qui a besoin de se rénover. Et aujourd'hui, le nouveau programme de rénovation urbaine auquel Hauteville est éligible, eh bien, la convention n'est toujours pas signée. Ça veut dire que la discussion est toujours ouverte. Vous ne répondez pas. Excusez-moi de reposer la question. Je vous ai demandé simplement si on gardait ou pas ces 3 tours de 14 étages. On les garde. Mais c'est symbolique. C'est un quartier populaire. On sait qu'il y a des gens qui vont être en difficulté. Ils vivent là. C'est un taux de chômage qui est important dans ce quartier-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est le moment de les raser ou pas ? Est-ce que si demain vous êtes réélu maire, en un mot, oui ou non ? Aujourd'hui, il faut remettre à table. Rien n'est signé. Bon, d'accord. Rien n'est signé. Sébastien Leclerc, même question. Qu'est-ce qu'on fait pour Hauteville ? Hauteville, il faut y conforter la population, y maintenir les services et les commerces. On a eu un gros problème de concertation sur cette ANRU et on a forcé les familles à partir. On les a forcés à déménager dans d'autres communes. Je crois que ce dossier a échappé à ces 2 créateurs. Il faut rouvrir le dialogue. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ne veulent pas déménager. Alors non, on ne rase pas les 3 tours. Oui, peut-être il faut en raser une, en raser 2, mais il y en a au moins une qu'il faut garder. Et là, je pense à cette dame, à Michel, qui se bat bec et ongle pour sauver cette tour. Il y a aussi le problème de l'environnement. Oui, c'est important. Pour les gens qui ne sont pas de Lisieux, cette petite précision, c'est 600 logements. 650 000 logements qui sont détruits. C'est très important. On nous parle d'environnement, détruire des logements, c'est source de CO2. Il faut à un moment se poser les bonnes questions. Et puis, il n'y a pas que Hauteville. Il y a la route d'Orbec. J'étais ce matin route d'Orbec. C'est une catastrophe. Il y a la cité Adeline qui attend aussi qu'on s'occupe d'elle. Et je pense vraiment qu'on a quelque chose. L'ANRU sera une opportunité. On garde les 3 tours. Ça va être ridicule. L'ANRU sera une véritable opportunité pour Lisieux. Julien de Normandie a dit qu'on pourrait revoir les frontières de l'ANRU. Et moi, je suis prêt à m'y engager complètement. Donc, on a compris votre position, Clotilde Walter. Vous la défendez depuis longtemps. On garde les 3 tours et on accompagne les jeunes et les gens qui vivent dans ce quartier de Hauteville. Autre question. Vous répondez à ma place maintenant, c'est bien. Non, mais c'est bien, vous trahissez pas ma pensée, donc je vous remercie, Franck. C'est bien. Non, tout à fait, non, c'était bien. C'est pas la première fois en fait que vous. Non, c'est bien, c'est bien. Je vous remercie. C'est très bien. Au moins, il se souvient de ma position 3 mois après. C'est bien. C'est bien. Non, mais je vois qu'il écoute ce que je dis. On va refermer justement ce paragraphe sur le quartier Hauteville. Autre question abordée durant cette campagne, la question de la sécurité. Il y a des clivages, il y a des différences entre vous, avec des caméras de surveillance. Lisieux a été une des premières villes de la région à les expérimenter. Il y en a 24 aujourd'hui, je crois. 24, oui. Oui. 24, je ne suis pas sûr qu'elles fonctionnent toutes les 24. C'est possible qu'il y en ait une ou deux qui aient besoin de révision. Bon, demain, est-ce qu'on crée une police municipale ou pas ? Non. Armée ou pas ? Qui d'abord ? Mais c'était, je sais pas, j'ai le moins. Alors, Clotilde Walter, allez-y. Là-dessus, je me suis déjà exprimée. Je pense que Lisieux n'a pas besoin de police municipale, ni a fortiori de police municipale armée. C'est pas une ville ce n'est pas Chicago, je l'ai dit, et on n'a pas besoin d'un shérif à la tête d'une police municipale. Pourquoi ? Parce que cette ville ne se distingue pas par rapport aux autres villes de sa catégorie par une insécurité qui soit différente. Voilà, je pense qu'il faut que le maire et que la municipalité portent les besoins et les attentes des habitants auprès des forces de sécurité et auprès de l'État. Et il faut qu'ensuite, la collectivité assume le rôle d'organiser un environnement qui convienne. Concrètement, dans un quartier comme Hauteville, mais dans tous les quartiers de Lisieux, on a des immeubles qui ont perdu leurs gardiens. Il manque d'adultes dans les quartiers. Il faut des référents à qui la population puisse parler. Donc on ne fait pas des policiers municipaux, mais on met des gardiens dans les immeubles.
On met des gardiens dans des immeubles, il n'y en a plus depuis 2004. À Hauteville, pour les tours, il n'y a plus de gardiens dans l'immeuble depuis 2004. Et effectivement, à partir de ce moment-là, la population peut exprimer ses besoins et les questions peuvent être réglées. On n'arrive pas à remplacer une ampoule dans une tour. Il n'y a que la femme de ménage qui arrive à le faire. C'est quand même pas comme ça que ça doit fonctionner. Sébastien Leclerc, vous en pensez quoi justement? On crée une police municipale, armée, on multiplie les caméras de surveillance, on en met davantage. Alors moi, je l'ai dit depuis le début et je pense que ça a fait réfléchir un petit peu tout le monde. Je suis pour une police municipale et environnementale. C'est-à-dire qu'il faut que les incivilités au quotidien s'arrêtent. Il faut pouvoir aller au-devant des Lexoviens, la protection des Lexoviens. C'est une police qui pourrait avoir des missions de proximité. Et dans un premier temps, elle ne sera pas armée, mais elle possédera des armes de défense qui permettront de protéger les agents eux-mêmes. En ce qui concerne... genre taser, c'est ça? Oui, genre taser ou quelque chose qui permette qu'il ne soit pas létal. On met combien de policiers municipaux? On peut commencer à 6 parce qu'il y a ça coûte combien? Ça coûte, pour plus que 6, ça coûte 550 000 € par an de frais de fonctionnement. Et Lisieux a les moyens? Lisieux a les moyens. Il y a des économies à faire certainement sur d'autres lignes. En ce qui concerne la vidéoprotection, c'est effectivement 24 caméras annoncées qui ne filment pas la nuit, d'autant plus qu'on éteint les lumières et les lampadaires. Donc j'imagine une quarantaine de caméras de vidéoprotection qui viendront en complément du travail de la police. 150 000 € plus. Oui, mais c'est de l'investissement, c'est une fois et on n'y revient plus. Et quand ça fonctionne, on n'a pas besoin d'y revenir. Bernard Avril, même question. Oui, c'est un sujet brûlant. La police, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est d'être efficace. Aujourd'hui, il faut éviter d'abord la guerre des polices entre la gendarmerie, la police nationale et la police municipale. Je pense personnellement que pour éviter la discorde entre les uns et les autres, elles doivent avoir les mêmes conditions de travail et que la police municipale doit être elle aussi armée pour être complémentaire de la police nationale. Donc, concernant les caméras, effectivement, il faut des caméras, mais il faut des caméras infrarouges. Mais des caméras infrarouges parce que la nuit, on veut qu'elle soit exploitable. Et aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas ce métier mis à mal actuellement, je leur conseille de lire un poème. Je ne suis que policier. Et ils auront tout compris. Sur la police municipale, elle est armée? Oui, oui, mais on a inversé les positions, là, en fait. Pas dans un premier temps. Par contre, les bureaux de la police municipale sont à Hauteville pour ramener des services. Je ramènerai aussi le maire tiendra des permanences à Hauteville, dans ce quartier, où il y aura des services aussi à la population, des lieux qui sont inadaptés pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite en centre-ville pourront se faire dans un autre quartier. Au cours de la campagne du premier tour, un ou une de vous avait dit Lisieux, c'est pas Chicago. C'est moi. C'est moi, j'ai pas changé d'avis. J'ai la seule dans ce débat à pas avoir changé d'avis. J'ai dit la même chose que la première fois. Bernard Aubry a accentué aujourd'hui le fait qu'il voulait une police municipale armée. Et Sébastien Leclerc a changé de position. Non, il arme moins que la fois précédente. Non, mais un peu moins. J'ai pas changé de position. L'accent n'est pas mis sur les mêmes choses. C'est pas Chicago, mais il y existe des trafics de drogue. On y brûle des voitures, on y brûle des poubelles. Et il y a un moment, il faut savoir prendre ses responsabilités pour le bien-être des habitants et leur tranquillité. Donc ma position, elle n'a pas changé. Oui, je suis pour une police municipale qui soit armée de façon à ce que la police, la gendarmerie et la police municipale ne soient pas concurrentes, mais complémentaires. Et moi, je ne veux pas qu'on abandonne la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée dans cette ville. Elle n'est pas accompagnée. Elle a besoin de référents. Elle a besoin de lieux pour pouvoir jouer au foot, pour pouvoir s'amuser. Et il faut qu'elle se sente bien dans sa place et bien à l'aise, qu'elle trouve sa place dans sa ville. Et j'ai été extrêmement choquée, d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours, d'avoir des jeunes qui venaient me voir et avec lesquels il y a une espèce de racisme anti-jeune de la part de certains habitants, puisque ces jeunes m'ont expliqué qu'une table de ping-pong avait été couverte d'huile de graisse d'une friteuse pour les empêcher d'y jouer. Donc ça, c'est pas très... Il va falloir quand même passer des messages à certaines personnes dans la population qui sont extrêmement minoritaires et peu nombreux. Mais ça heurte les jeunes et ils sont malheureux d'être confrontés à des gestes comme ça. Petite question, je m'excuse que le débattaire, mais Sébastien Leclerc disait, moi je mets 550 000 pour la police municipale. D'ailleurs, il faudra peut-être payer des impôts en plus, si jamais... Bon. Bernard Aubry, ça coûte combien la police municipale et qui la paie? 500 000 €, c'est la ville qui la paie. La ville donc ce sont les habitants qui la paient.
Oui, bien sûr. Non, C'est d'accord. les habitants, c'est les Mais- impôts des Lexoviens. C'est Ce sont les impôts c'est la des Lexoviens. trésorerie de la ville qui permet de le faire. Aujourd'hui, nous avons augmenté les impôts de 0% depuis 2001. Donc aujourd'hui, nous avons une trésorerie qui nous permet de le faire. Nous avons engagé 40 millions dans le dernier mandat sans faire du tout d'emprunt. Et là, nous sommes avec la possibilité d'en engager aussi pour le nouveau mandat. Et donc, y compris la police nationale. Alors, on arrive Municipale. pratiquement, ça va vite, hein, Oui. pratiquement à la fin de cette émission. Chonu est avec nous depuis le début. Vous avez pu Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir ? découvrir ses dessins au fur et à mesure. Et Chonu, que vous inspire ce débat sur Lisieux et le regard que vous avez de cette ville? Bernard Auril disait tout à l'heure, il n'y a pas que la basilique, hein, il n'y a pas que le tourisme religieux à Lisieux. Mais écoutez, Franck, vous l'avez dit, c'est un scrutin historique parce que c'est unique dans l'histoire. Donc je me disais qu'il faut vraiment espérer que la population n'ait pas la maladie d'Alzheimer parce que perte de mémoire plus le masque, il va falloir qu'ils se remémorent pour qui ils ont voté au premier tour. Hein, alors j'espère que les abstentionnistes vont venir voter parce que c'est un enjeu très important et Lisieux est le cœur de la Normandie. C'est très important, ça. Voilà. Capitale de la Normandie. Exactement, si on prend un compas... Ah, ça c'est clair, mais je le l'ai tour de plaidé la au moment région, où quand Hérouan se on se chamaillait, retrouve j'ai dit, juste, il y a Lisieux. Il faut savoir en Voilà. profiter. Exactement. à la croisée de tous les chemins à Lisieux. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne un peu surréaliste? On fait un tour de table à Clotilde Walter, tiens, pour équilibrer les temps de parole. Clotilde Walter. Que je retiens de cette campagne un peu surréaliste, moi, je n'ai pas trouvé que c'était une campagne surréaliste. Je pense que c'est inédit qu'on n'a Une jamais. campagne qui reprend on 3 n'a mois jamais vu après, ça. c'est pas- Non, c'est mais pas- elle c'est- reprend, c'est- elle c'est reprend pas 3 commun. mois après. Moi, je pensais, et je me suis trompée, que les électeurs et que les habitants perdraient le fil. Et j'ai trouvé qu'ils se remettaient dans la campagne plus vite que je ne l'imaginais moi-même qu'ils le feraient. Mais voter un 28 juin. Je pense que maintenant, ils veulent en finir. Ils veulent avoir un maire, ils veulent avoir une équipe municipale qui fonctionne. Et ils veulent que les choses avancent et reprennent leur cours normal. Parce qu'effectivement, ça leur semble pas tout à fait cohérent. Allez voter pour un second tour un 28 juin, c'est pas courant. Non, Sébastien Le Leclerc. 28 juin, voter Sébastien, mais ce que je retiens de ce deuxième tour atypique, c'est d'abord la volonté marquée encore de changement. Hein, les Lexoviens veulent que leur ville change, et donc ils veulent une ville attractive, et nous serons là pour leur dire que nous sommes très réactifs et prêts à travailler dès le... Est-ce que vous avez le qu'on en sentiment aura- sur le terrain, simplement, encore une fois, forme de témoignage un peu personnel, que les habitants, que les Lexoviens ou ailleurs, mais à Lisieux, sont concernés par ces élections municipales? Ils sont concernés Bien par sûr. ces élections, ils sont concernés par leur ville, Hmm. et ils ont très très envie d'aller voter le 28 juin. Bernard Auril, même question. En termes de Moi, je rencontre, conclusion. quand je suis en ville, beaucoup de Lexoviens qui me disent qu'ils ne sont pas allés voter au premier tour, mais qu'ils iront voter le 28 juin parce qu'ils veulent dire la vérité lexovienne et non pas la vérité de seulement 40% des électeurs. Question plus perso, là aussi, Bernard Auril. C'est la première fois que vous êtes menacé dans cette élection municipale. Vous arrivez en 3e position. Tout un commencement. Vous êtes maire depuis 2001. Depuis 2001. 10 ans. Dans quel état d'esprit vous êtes, là, justement, à Serein, 15 calme et serein. jours, même pas 15 jours de ce second tour des municipales? Calme, serein, je rencontre les gens dans les magasins, sur le trottoir, et si je les écoute, je m'aperçois ou je me rends compte qu'effectivement, ils ne veulent pas brouiller toutes les cartes, ils ne veulent pas rebattre toutes les cartes, ils ne veulent pas aller dans l'inconnu. Ils savent qu'avec la municipalité actuelle, ils n'ont pas vu d'augmentation d'impôts, qu'ils ont vu d'énormes réalisations, qui leur donnent satisfaction, qui sont très prisés par... Mais est-ce que vous avez, s'il vous plaît, en 20 secondes, est-ce que vous avez imaginé le jour d'après, le jour où vous quitteriez, on ne souhaite pas, mais Pas encore. le fauteuil de maire de Lisieux? D'abord, fauteuil de maire de Lisieux, c'est une responsabilité lourde, mais une responsabilité que j'adore, parce que j'adore Lisieux et j'adore les Lexoviens. Eh bien, je ferai autre chose si tant est que je puisse le faire. Un mot de Sébastien Leclerc. Le jour d'après, Le jour d'après. on se met au travail. Et Clotilde Walter. Je pense qu'il faut qu'on se rassemble tous. Il faut qu'il y ait un gros rassemblement autour de l'équipe municipale, parce que cette équipe municipale, elle va être confrontée à de gros enjeux avec la crise sanitaire. Il va falloir savoir rassembler, travailler avec tout le monde
pour pouvoir permettre à Lisieux de rebondir. Et je crois que c'est ça l'essentiel et l'enjeu de cette élection. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat spécial, second tour des élections municipales, dans un contexte, évidemment, on l'a dit et redit, très particulier. Demain, Nouvelle-Ville à l'honneur. Ce sera avec les candidats finalistes de la ville d'Avranches, et ce sera Florent Turpin qui vous donnera rendez-vous demain à 18h. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi pour une autre ville, la ville de Vire. Bonne soirée sur la 3. Bonsoir Franck Béni. Et à très vite. Bonsoir.